On repart. Et, à la limite, on va se connecter au sujet dont on parlait avec François Langlais. Emmanuel Grimaud est avec nous. Salut Emmanuel. Bonjour Stéphane. Fondateur de Maximis Retraite. On en parlera d'ailleurs, hein, tu élabores, notamment pour les grandes entreprises, des plans de départ ou de gestion, on va dire ça comme ça. Hein, d'accompagnement et d'aide à la décision. Et d'aide à la décision de leurs seniors. C'est toi qui... Alors tu sais, c'est un chiffre que je répète sans arrêt. Ça doit être un des chiffres que je répète le plus souvent. Notamment, en fait, je discutais, alors c'était cercle RH, autour de la formation et autour de la nécessité. C'était, alors mais je peux le dire, je peux les donner d'ailleurs, parce que les chiffres sont publics, discussion très intéressante, que tu connais peut-être avec le patron de l'université d'Alstom, Alstom University. 20 millions d'euros de budget par an. 20 millions d'euros de budget par an, Alstom University. Quelque chose, hein ? Oui, c'est énorme. Quelque chose. Et le gars expliquait, c'était absolument passionnant, il dit, en fait, tout le monde parle de rétention, moi je crois qu'on se gourre. Moi je veux former des gens, assumer presque comme une option stratégique l'idée qu'ils partent, parce qu'ils porteront mes valeurs, parce qu'ils reviendront, parce qu'ils repartiront, et les carrières de l'avenir sont celles-là, encore plus si on sait qu'on va travailler jusqu'à 65 ans. Je trouvais ça brillant. Oui, et je suis tout à fait d'accord sur le concept, mais lui, il est patron de l'université, donc la formation, c'est sa raison d'être. Mais attends, c'est Alstom, hein, ça veut dire, c'est pas Capgemini, il y a de l'industrie là-dedans. Le patron de la business unit, qui a eu quelqu'un qui l'a bien formé pendant 2 ans et demi, et qui effectivement, au bout de 2 ans et demi, s'en va, ça l'amuse beaucoup moins. Sauf si, parce que ça fait partie du truc, ce patron de business unit, il est intéressé à ce qu'il y ait du mouvement dans ses effectifs. Ouais. Sauf si l'entreprise décide, et c'est pour ça qu'on parle d'option stratégique, qu'une BU figée pendant 3, 4, 5 ans, eh ben c'est pas bien. Voilà. Et le manager n'a pas bien fait son boulot. La fluidité, de toute façon, de l'emploi, et ce qu'on a d'ailleurs en ce moment avec la possibilité de donner sa démission, ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans ou 10 ans, et de retrouver un job le lendemain, c'est de toute façon effectivement bénéfique pour tout le monde. On est d'accord là-dessus. Exactement. Et donc il y a ce nouveau concept, je vais arrêter, on va parler des retraites, mais ce nouveau concept, alors nouveau peut-être pas pour toi, il est nouveau pour moi, je l'ai découvert récemment, d'offboarding, c'est-à-dire au moment où tu intègres le gars, bah, tu discutes déjà avec lui des conditions dans lesquelles il pourra partir. Absolument. Absolument, c'est une réflexion passionnante, très long terme et globale. Et peut-être que toi, en tant que patron de boîte, tu as en tête aussi, parce que toi, tu as besoin de potentiel, tu as besoin de les garder. Mais toi, et il reste. Et parce qu'ils ont une expertise aussi, ils développent une expertise très particulière. Bon, donc, indexation des retraites, là, on en parlait avec François Langlais. Tu me dis, t'inquiète pas pour l'indexation des retraites. Bah si, je m'inquiète, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même une priorité donnée aux retraités. Oui, mais tu t'inquiétais en disant, ça va coûter trop cher, etc. L'Arco-Agirc a augmenté, là, au 1er novembre, les retraites de 5,12%. Donc on est très loin de nos 7% d'inflation. Rappelons quand même que dans les 10 dernières années, l'Arco-Agirc a désindexé, je crois, sur 7 des 10 dernières années. Alors qu'on avait quand même un petit pourcent d'inflation. Alors qu'on avait désindexé en dessous de l'inflation, augmenté moins que l'inflation. Ce qui explique d'ailleurs en partie l'amélioration fulgurante des comptes de l'Agirc, qui est à 4 milliards d'euros d'excédent l'année dernière, je rappelle quand même. La hausse de la masse salariale, la base de cotisation, donc la COS, les chiffres de la COS. Sur les 6 premiers mois de l'année, on n'a pas encore les chiffres de septembre, sur les 6 premiers mois de l'année, c'est plus 11,5% par rapport à l'année dernière. C'est plus 9,5% par rapport au 4e trimestre de 2019. Donc ça veut dire qu'en donnant 5,4, l'Agirc Arco, en fait, se garde 5%. On peut voir ça comme ça. Et dans les 6 premiers... François a raison, c'est une très bonne nouvelle. Dans les 6 premiers mois de l'année, on n'a pas eu encore l'effet des augmentations inflation dont on a commencé à parler vraiment justement à la fin du printemps, pendant l'été, où les boîtes ont dit, où les grandes entreprises ont dit je vais augmenter de 5%. Donc c'est 11,1. Donc le Q3 et Q4, septembre et décembre, auront, à mon avis, des augmentations de masse salariale, donc de base de cotisation, donc de rentrée de cotisation pour la maladie, pour la Sécu maladie, c'est très bien,
mais également pour les retraites qui vont être très significatives. Alors attention. Et accessoirement. Non, mais il faut juste préciser. Masse salariale, tu as raison, c'est le chiffre. La baisse du chômage, évidemment, il n'y a pas que des augmentations de salaire. Il y a aussi la baisse du chômage. C'est le taux d'emploi. Oui, bien sûr. C'est la traduction. Non, parce que les gens peuvent se dire, mais enfin, bon Dieu, qui a été augmenté de 11%? Non, personne. Hein, c'est les 6-7% d'augmentation, 8% pour la hausse du taux d'emploi, plus les augmentations, plus effectivement les gens qui changent de job, comme vous évoquiez tout à l'heure. Je passe d'un employeur à l'autre, je fais une petite culbute. Mais en tout cas, la base est quand même très, 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 très solide. Ce qui, d'une certaine manière, je sais que tu n'es pas chaud avec la borne d'âge, mais ce que tu viens de dire là, plaide en faveur de la borne d'âge. C'est-à-dire, et là, il faut vraiment bien, on en discute ensemble assez souvent, mesdames, messieurs, mais l'idée, quand Elisabeth Borne dit, comme elle l'a dit là au milieu de la semaine, la réforme des retraites ne servira pas à payer autre chose que les retraites. D'une certaine manière, elle ment par omission. Parce que effectivement, les cotisations retraite iront toujours vers les régimes de retraite, mais tout le reste, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de travail, elle va bien servir. Les augmentations de CSG et vers l'assurance maladie. Absolument. Mais là encore, Macron l'avait évoqué en début d'année, s'il y avait un passage à 65 ans auquel je ne crois pas et que je ne souhaite pas. Ils ont l'air déterminés là. Mais s'il y avait un passage à 65 ans, les excédents générés et à l'Arco-Agirc d'un côté qui a annoncé des prévisions quand même où leur réserve passerait de 70 milliards à 130 milliards. L'Agirc a 4 milliards d'excédents l'année dernière. L'Agirc ne va pas pouvoir avoir des excédents tous les ans de 10 milliards d'euros. Et ben on baissera les cotisations. On baissera les cotisations, peut-être. Ou on mettra autre chose. Et on peut imaginer un transfert des allocations vieillesse vers, effectivement, maladie ou dépendance. Et ça, je crois... du côté de la CNAF, du côté du grand régime de retraite, c'est quoi les effets d'une borne d'âge à 65 ans ? Parce que tu amènes un chiffre, toi, que je ne revois nulle part. Tu dis, c'est un gain de 30 milliards d'euros par an. Sur la totalité, c'est 12 milliards pour la CNAV et 30 milliards. La CNAV, c'est un tiers des retraites versées en France. Donc si tout le monde décale de 2 ans, on va dire que le gain se retrouve sur la totalité des régimes, donc ça fait 30 milliards. Mais pourquoi est-ce que... 30 milliards pour 2 ans de décalage. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous donne pas ce chiffre ? On le retrouve dans certains... Ah, tu le retrouves, mais dans les déclarations, c'est quelques milliards à droite à gauche, parce que moi, je bois tes paroles, donc à chaque fois, je dis, bien sûr que si. Et en fait, tu cherches... Non, mais les excédents sont considérables. Alors là, il y a des chiffres qui sont sortis qui me laissent un petit peu perplexe. Je ne comprends pas pourquoi les politiques les minorent. Qui nous disent... borne d'âge, effet considérable justement de cet ordre de grandeur. Et si on augmente le nombre de trimestres, des effets minimes, j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi. Tu dis, ils ont l'air déterminés. Oui, c'est vrai, quoique il y a toujours cette petite musique qui est de dire on est prêt à négocier. Il y a quand même quelque chose qui a changé en 6 mois. Il y a 6 mois, on avait le MEDEF qui nous disait c'est 65 ans ou rien, et les Républicains qui depuis 10 ans nous disent c'est 65 ans ou rien. Dans une interview il y a 1 mois, Geoffroy Roux de Bézieux a dit finalement la borne d'âge, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est l'âge effectif moyen de départ, qui est déjà à 63 ans et 4 mois dans le privé. Ouais. Et hier, je ne sais pas si tu as entendu, Olivier Marleix, patron des députés LR à l'Assemblée, a quand même dit et répété et re-répété en disant ne parlons pas de 65 ans, c'est de la provocation. Faisons les choses progressivement. Et il a même dit, à ma grande surprise, en disant commençons par faire 63 ans et puis après on verra pour le 64. Ce qui, dans le discours des Républicains depuis des années, et comme il est quand même patron des Républicains à l'Assemblée, je pense qu'on peut l'écouter. En face. Oui, parce qu'il va avoir besoin d'eux pour faire voter son texte final. Si le MEDEF est d'accord pour l'âge moyen... Là, non, mais le MEDEF, enfin, laissons côté le MEDEF, en 2023, en ce moment, les gars. En 2023, on va encore rajouter 3 mois d'activité nécessaire. D'accord ? Donc, par rapport à l'âge moyen de 2020, où on était sur des personnes qui partaient avec 166 trimestres, en 2020, l'année prochaine, on sera sur des gens qui vont partir avec 168 trimestres. Chaque année, les gens ont commencé à travailler un petit peu plus tard. Donc, l'âge moyen effectif de départ, il se décale. Oui, et tu dis d'ailleurs, tu as une étude, en fait, ça va bien. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un effort que font les salariés. Ils sont à peu près satisfaits, tous très majoritairement. Très majoritairement. 82%, c'est l'adresse. Et l'adresse, ce n'est pas une étude faite dans la rue. L'adresse, elle questionne les personnes qui viennent de signer leur départ à la retraite. C'est quoi, direction ? Direction des études statistiques de la Sécurité sociale. C'est passionnant, c'est très très sérieux comme organisme. Leurs études, vraiment, je te les recommande. Tous les soirs, tu te fais une petite étude de l'adresse. Mais j'adorerais. Non, c'est vachement intéressant. Et donc, effectivement,
Ils ont 82% des gens qui disent on est content de notre date de départ. En fait, il y en a 67 qui disent on est parti au bon âge. Il y en a 17% qui disent on est parti trop tôt, on aurait voulu travailler plus longtemps. Et on a 18% qui disent on est parti trop tard. Ce qu'on n'a pas dans cette étude, c'est à quel âge sont partis les 18%. Est-ce que ces 18%, c'est ceux qui sont partis à 66, 67 ou pas? J'espère avoir les... Alors, borne d'âge, Emmanuel. Et même chose, on avait en 2003 67%, je crois, des Français qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir après 67 ans. On est tombé à un chiffre dérisoire aujourd'hui, après 60 ans, pardon. Oui, parce que 67... Non, après 60 ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus du tout remis en cause, le 60 ans par les Français. Donc, borne d'âge. Moi, ce qu'on me dit, c'est borne d'âge, c'est une efficacité bien plus forte parce que ça déclenche dans toutes les entreprises oui. L'idée qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour garder les gars, les employés, travailler leur employabilité. Tu devrais être ravi de ça d'ailleurs, parce que tout le monde appelle à ce moment-là Maximis Retraite en disant comment on fait quoi. Deux choses, mais de toute façon, il nous appelle dans un cas comme dans l'autre. Tu remplis les caisses de la sécurité sociale, c'est quand même ça le sujet. Deux choses. La première, c'est effectivement l'égalité. En ce moment, il y a la baguette à l'UNESCO, donc on entend des boulangers toute la journée dans les médias. Hier, il y en a un qui disait « j'ai commencé à bosser à 15 ans ». Mais évidemment qu'il s'arrête, lui. Pas forcément. Carrière longue. Mais non, s'il a du chômage, il ne s'arrête pas en carrière longue aujourd'hui. Moi, on est en train de travailler sur des fermetures d'usines où les gars, parce qu'ils ont fait 2 ans de chômage dans leur vie, ne peuvent pas partir en carrière longue. Alors qu'on a des cas de sup. Donc problème d'égalité, ok. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié la deuxième. Bon tant pis. Parce que moi, c'était le gain pour l'ensemble des finances publiques. C'est ça le sujet. C'est ton chiffre de 1,5 million. Tu dis, en gros, tu dis c'est 1,5 million de seniors. Donc la borne d'âge à 65 ans, c'est 1,5 million de seniors qui devraient partir, qui ne partiront pas. Qui restent en plus dans les boîtes et qu'il faut occuper. Qu'il faut occuper, mais ils vont bosser enfin, Emmanuel. Dans tu dis que ça va coûter combien, 37 ou 40 milliards Non, 80 milliards d'euros par an. Mais ils vont produire mais ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Et là encore... C'est le côté 35 heures où on dit on fait la même chose pour tout le monde, mais non, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a effectivement des besoins, café, hôtel, restaurant, et dans les restaurants, ils seront très contents que les gens bossent 3 ans de plus, il n'y a pas de problème. Il y a des secteurs, y compris dans l'automobile ou autre, où aujourd'hui, ça va être plus compliqué de garder les gens 3 ans de plus. Et on le sait très bien. L'automobile tout le monde manque de bras, tous les secteurs manquent de bras. Pas dans tous les métiers. Dans une même boîte, même boîte, tu as des gens, tu as des métiers... C'est marginal sur le marché du travail, ça, Emmanuel. Non. Je te pose la question. Non, ça reste encore... mais c'est effectivement essentiellement dans les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises qui ont le plus de mal à garder leurs seniors. Et on est bien d'accord, s'il y a un âge à 65 ans, mécaniquement, dans le mode de pensée, on va dire, tiens, je mets quelqu'un en formation à 59. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est un des défauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la culture en France de comment on s'organise. Et il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui nous disent, on va virer les plus âgés parce qu'ils seront plus âgés, ils coûtent plus cher, etc. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, à 59 ans, ou 60 ou 62, sont tout à fait prêts à changer de vie. Ils ont payé la maison, ils ont les enfants qui ont fini leurs études, ils n'ont plus des besoins énormes, ils n'ont pas envie de prendre l'avion 4 fois par semaine, même si on le prend moins maintenant, et ils seraient peut-être tout à fait d'accord à réduire, alors ça peut passer par la réduction du temps de travail, à gagner moins que ce qu'ils gagnaient quand ils avaient 52, et avoir un rythme plus humain, plus agréable, et un job différent. Mais ça, les boîtes françaises ne savent pas faire. Sauf si, tu dis c'est 65 ans. Et là, tu n'as plus le choix. Et donc là, tu es bien obligé d'organiser ça. Si on passait à 65 ans, ça entraînerait une vague massive de temps partiel, d'aménagement, de temps de travail et autres. Et malheureusement, je crains que dans certaines boîtes, ça entraîne quand même des plans de départ un peu brutaux. Alors, tordre le cou, je le disais en sommaire, c'est sans doute l'une des plus grosses fake news du débat public. Oui. C'est la moitié des salariés partant à la retraite sont au chômage. Alors, on va voir un graphe que tu m'as envoyé. Sorti de l'adresse aussi, celui-là ? Oui, INSEE, je crois. INSEE. Alors, raconte-moi un peu, ces lignes bleues, ces lignes jaunes. Alors, en fait, donc, ce qui est répété en permanence, et en particulier dès qu'il y a un débat sur la retraite, on nous dit « mais c'est ridicule, à quoi bon passer l'âge, faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, puisque de toute façon, la moitié sont au chômage avant de partir à la retraite ». D'où vient cette idée reçue et ce serpent de mer ? Ouais. En fait, on parle toujours du taux d'emploi des 55-64 ans.
Déjà, c'est une mauvaise chose. Il faut parler, on le voit très bien sur le graphique, il faut parler du taux d'emploi des 55-59 et des 60-64. Le taux d'emploi des 55-59, c'est les lignes bleues sur la première partie du graphique. Il est bon en France. Il est à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe et accessoirement, il s'améliore. Le taux d'emploi... C'est vrai qu'on voit que ça décroche à 60 ans. Après 60 ans... Là, vous voyez sur le graphique, le premier vrai gros décrochage, c'est 60 ans. Absolument. Et c'est quoi ce qui est en jaune ? En jaune, c'est les retraités. Donc, notre taux d'emploi en France est plus bas entre 60 et 64 ans parce que les gens sont à la retraite. Et le petit bleu ciel, c'est les gens qui sont au chômage. Et là, toutes les études concordent, que ce soit l'AGIRC, l'adresse ou ce chiffre-là, je crois qu'il est de l'INSEE, les personnes qui sont au chômage au moment du départ à la retraite, c'est entre 10 et 12%. Donc c'est faux, c'est une fake news. Oui, mais le taux d'emploi est bas parce qu'il y a 70% qui a 62 ans. Avant la fin de leur 62e année, 70% des Français sont déjà partis à la retraite, dont les carrières longues, dont les régimes spéciaux qui partent beaucoup plus tôt. Effectivement, il y a 180 000 personnes qui partent en carrière longue chaque année. C'est le premier décrochage à 60 ans. Mais comment est-ce que une telle erreur peut perdurer ? C'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que... Parce que c'est important quand même. Ça a été... Il y a eu 3 séquences de... alors, consultation, on ne dit pas négociation, hein, consultation. D'ailleurs, la 3e s'ouvre aujourd'hui. C'est celle, justement, où on va rentrer dans le dur sur le financement et la borne d'âge. Mais avant, il y en a eu une entière sur l'emploi des seniors. S'il n'y a pas réellement de sujet sur l'emploi des seniors, si ce n'est pas 50%, mais 14%, je ne comprends pas qu'un chiffre à ce point faux... C'est sidérant. Et alors, dans les médias, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sur Bismart, on a le temps d'en parler, de le détailler. Et ensuite, on l'a régulièrement. Il y a certains économistes à qui on a envoyé ces chiffres, qui essayent de contester, mais tu as un politique qui va taper dessus, parler plus fort, en disant mais non, les boîtes virent tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un chômage qui est un petit peu plus long chez les seniors. Et ce qui est vrai également, c'est qu'il y a une utilisation un petit peu facile. Du côté, on se dit, tiens, à 59 ans, si quelqu'un est licencié, ou d'ailleurs demande à partir, hein, ça marche dans les deux sens, je ne sais pas quelle est là. On a une rupture conventionnelle à 59 ans. La personne, avec ses 3 ans de Pôle emploi, va être emmenée à l'âge de la retraite, donc 62. Et là, on sait que si elle a passé trimestre, elle va rester à Pôle emploi 1 an, 2 ans, 50 plus. Donc, quelque part, c'est le double filet de sécurité à partir de 59 ans. Et il y a quelques années, quand la retraite était à 60 ans, il y avait un seuil de licenciement qui était fort à 57 ans. Ce seuil a glissé à 59. Ouais. Donc, quand le gouvernement dit on va faire que 27 mois au lieu de 36, c'est quoi ? C'est de dire on va gagner 9 mois en fait sur ce seuil. Mais là encore, c'est pas des chiffres. Tu dis les plans de départ massifs et pré-retraite dès 55 ans, c'est marginal. C'est pas des chiffres considérables. On les voit beaucoup, mais sur la masse, c'est pas la majeure partie. Pour revenir à ce que tu disais là en conclusion, 500 000 retraités ont un contrat de travail et une fiche de paie tous les mois. Ça représente 30% des néo-retraités des 3 dernières années. Absolument. Chaque année, il y a 30% sur les 3 dernières années des gars qui sont partis à la retraite ont continué à avoir une fiche de paye et donc un Pas tout à fait, parce qu'il y a des personnes de 69 ans, 70 ans. Ah oui, d'accord. Mais chaque année, tu as 700 000 départs, dont 200 000 en carrière longue. Les carrières longues ne seront pas éligibles au cumul emploi-retraite, ou en tout cas, c'est compliqué. Donc en gros, chaque année, sur les 700 000 départs, il y en a 500 000 qui partent à l'âge légal et au taux plein, qui peuvent faire un cumul emploi-retraite. Donc sur les 3 dernières années, 21, 20, 19... il y a 1 500 000 personnes qui sont parties et il y a 500 000 personnes aujourd'hui en cumul emploi-retraite. C'est considérable. Et donc, derrière, il y a 500 000 fiches de paye, 500 000 contrats de travail. Alors, peut-être pas 500 000 boîtes, il y en a peut-être que 200, 300 000, 350, peu importe. Donc, quand on dit il est impossible de trouver un job à 62 ans, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on n'est pas dans la situation d'il y a 15 ans où effectivement ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a 500 000 contrats de travail qui ont été signés pour faire travailler des gens qui sont déjà à la retraite. Ça veut dire, Emmanuel, en guise de conclusion, tu continues toujours à Proveza, il n'y a pas nécessité de ruer dans les brancards.
le truc peut se faire. Pourquoi est-ce que tu es un petit peu la borne d'âge te gêne, etc. et tout? C'est parce qu'on se rend bien tous compte que ça va mettre le pays à feu et à sang. Je pense que c'est pour ça aussi que Roux de Bézieux et que le MEDEF est emmerdé, qu'on est tous emmerdés par ce sujet. Et donc toi, tu dis non mais les choses ne vont pas si mal. Il y a une amélioration mécanique par plein de paramètres, dont la réforme Touraine, dont le fait que le taux d'emploi s'améliore, que les boîtes ont besoin des seniors aussi. Hein. Ouais, mais bien sûr, mais voilà, là encore, tout ce dont on vient de parler. Donc les choses se font relativement naturellement, et l'effet borne d'âge, comme l'âge pivot il y a 2 ans d'Édouard Philippe, l'effet borne d'âge, brutalité. Quand Olivier Marleix parle d'une provocation... Ouais, mais attends, c'est de la politique, Olivier Marleix. Ouais, mais c'est quand même un revirement phénoménal du côté des Républicains. T'as raison. Et effectivement, on peut arriver, là encore... Alors, le Conseil d'orientation des retraites... 20 secondes pour finir. Je te donne rendez-vous dans 1 an qui nous annonce un déficit l'année prochaine sur le système de retraite. Moi, je parie ce que vous voulez, y compris avec les auditeurs, que l'année prochaine, le secteur privé sera en excédent très significatif. CNAV, Arcoagir sera en excédent l'année prochaine. Vu ce avec quoi on a commencé, c'est-à-dire la hausse de la masse salariale. Évidemment. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec Aurélie Planex et on se retrouve lundi pour de nouveaux débats sur Bismart.